de violer la population. L'auteur d'un viol sur une femme ou une jeune fille doit aller en prison. Et si ce n'est pas le cas, tout le reste est secondaire. Je vais être franc. Nous avons de très bons éléments, mais aussi des moins bons, des mauvais et de très mauvaises personnes. Quel âge avaient les enfants avec qui vous avez eu des rapports? 15, 14, 16 ans. Vous avez été condamné pour des relations avec une mineure de 12 ans? 12, oui, pardon. On était heureux au village. Les problèmes ont commencé à l'arrivée des rebelles. Ils ont tué ma mère, puis mon père, et moi, ils m'ont violée. Annie vit en République démocratique du Congo, un pays déchiré par une guerre civile. En 2014, après le meurtre de ses parents et son propre viol par des rebelles, elle s'enfuit pour survivre. Ensuite, des soldats de l'armée régulière sont arrivés. Ils nous ont rassemblés et violés à nouveau. Annie croise alors la route d'un casque bleu sud-africain, membre des troupes déployées par l'ONU pour protéger la population locale. Je me promenais avec des amis quand je l'ai rencontré. Il m'a prise à part et m'a dit qu'il allait me donner de l'argent. Puis il m'a violée et m'a donné $1. Il avait promis de m'aider, mais il ne l'a pas fait. Je ne l'ai jamais revu. Pourquoi tu pensais que ce soldat serait différent? C'était un blanc. Annie est loin d'être un cas isolé. Depuis le début des années 1990, plus de 2000 femmes et enfants ont été victimes d'exploitation ou d'abus sexuels par des collaborateurs de l'ONU, civils ou militaires. De très nombreuses régions du monde sont concernées, du Cambodge au Mozambique, de la Bosnie à la République démocratique du Congo. Voilà une quinzaine d'années que les Nations Unies essaient de lutter contre ce fléau, et l'organisation a adopté de nouvelles mesures dans ce domaine en 2017. Mais le bilan est pour le moins mitigé. Nous sommes en Afrique afin d'essayer de comprendre pourquoi le problème subsiste. En RDC, le nombre de victimes présumées est plus élevé que dans tout autre pays. C'est ici que commence notre enquête. À la suite d'une guerre civile sanglante, l'ONU décide en 1999 de créer dans le pays une mission de maintien de la paix, la MONUC, plus tard rebaptisée MONUSCO. En 2004, Valérie rencontre un employé de l'organisation à Goma. Il passait régulièrement et il me voyait vendre des bananes. Il disait qu'il m'aimait. Et un jour, il m'a emmenée à l'hôtel Linda. La première fois, il m'a donné $2. La deuxième fois, $5. Une autre fois, 15. Ça me dégoûtait. Il avait l'âge de mon père.
À l'époque, Didier Bourguet est chargé d'entretenir les véhicules de la MONUC à Goma. Il a 40 ans et gagne un salaire confortable. J'ai continué à le voir pendant 6 mois. Et puis un jour, je suis allée chez lui et on m'a dit qu'il était parti. Valérie n'a rapporté les faits qu'à sa mère. Elle n'en a pas avisé l'ONU. Vous savez si Didier faisait la même chose à d'autres filles? Oui. Il y en avait d'autres. Je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à le chercher. Aucune ne l'a retrouvé. L'enquête révélera plus tard que Didier Bourguet rémunérait des intermédiaires qui lui fournissaient des jeunes filles. En octobre 2004, le quadragénaire est arrêté par la police congolaise à Goma et remis aux autorités françaises. Il est mis en examen pour viol sur mineur. Didier Bourguet n'est pas le seul employé de l'ONU à être accusé d'abus sexuels. Rien qu'entre mai et septembre 2004, 72 plaintes visant des membres de l'organisation sont recensées au Congo. All of this is utterly immoral and completely at odds with our mission. Even if Kofi Annan demande une enquête à Zeid Raad Al-Hussein, son conseiller sur la question de l'exploitation et des abus sexuels. C'était extrêmement perturbant d'écouter les témoignages des victimes. J'avais l'impression d'entendre l'histoire d'un maître nageur qui aurait sauté dans la piscine pour sauver quelqu'un de la noyade et lui aurait enfoncé la tête sous l'eau. L'horreur des faits semblait de cet ordre-là. 5 mois plus tard, il remet un rapport très critique sur les procédures d'enquête interne de l'ONU concernant les accusations d'abus sexuels. Si les coupables ne sont généralement pas inquiétés, c'est parce que l'organisation ne peut pas engager des poursuites pénales à l'encontre de son personnel. L'ONU n'est pas une institution souveraine. Elle peut tout au plus licencier ses agents, mais elle n'est pas habilitée à instruire des procès. C'est aux États membres d'agir. S'ils ne font rien ou s'ils protègent les individus concernés, cela crée une situation d'impunité. J'ai découvert ces problèmes avec stupéfaction à l'époque. Anthony Banbury a lui aussi étudié la question de près. Pendant plus de 20 ans, il a supervisé des opérations de maintien de la paix pour l'ONU. Les coupables doivent répondre pénalement de leurs actes dans toutes ces affaires d'exploitation et d'abus sexuels. C'est la seule chose qui compte. L'auteur d'un viol sur une femme ou une jeune fille doit aller en prison. Et si ce n'est pas le cas, tout le reste est secondaire. C'est tout l'objet du rapport remis par Zeid Raad Al-Hussein. Concernant les casques bleus, il recommande, en cas d'infraction pénale grave, l'organisation d'une cour martiale dans le pays de déploiement à proximité des témoins et des éléments de preuve. Pour les collaborateurs civils de l'ONU, il préconise l'adoption d'une convention internationale permettant des poursuites pénales. Mais de nombreux États membres s'opposent à l'ingérence de l'ONU dans leurs compétences juridictionnelles. Il faut se rendre à l'évidence. Ce sont les États membres qui détiennent le pouvoir décisionnel, les 193 gouvernements qui composent les Nations Unies. Le secrétariat de l'ONU, les fonctionnaires qui travaillent au siège de New York, ne sont pas en mesure d'imposer un nouvel ordre juridique aux pays membres. Seuls quelques employés de l'ONU ont été poursuivis dans leur pays d'origine pour leurs agissements. Début 2005, l'affaire Didier Bourguet fait la une des médias. La justice française fait arrêter le quadragénaire pour la détention de centaines d'images pédopornographiques et le viol d'au moins 20 jeunes filles mineures en RDC. Il n'est finalement condamné que pour 2 viols, faute de preuves suffisantes de l'avis du jury, et écope d'une peine de 9 ans de prison.
Valérie, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que Didier a été puni pour ce qu'il avait fait aux jeunes filles ici? Ça réveille le souvenir de ce qui m'est arrivé. Ça réveille la peine et la souffrance que j'ai endurée. Didier Bourguet est l'exception et non la règle, puisqu'il reste à ce jour le seul employé civil de l'ONU à avoir été condamné à de la prison pour abus sexuels. La plupart des auteurs de ce type d'infraction ne sont jamais inquiétés par la justice, et les États membres rejettent toujours les réformes proposées par Zeid Ra'ad Al-Hussein. L'ONU elle-même n'a pas la capacité de juger ces gens. Cela dépend de la bonne volonté de ces pays membres. Or, souvent, les États n'ont pas la possibilité de recueillir les preuves nécessaires. C'est une faille juridique dramatique. Après l'affaire Didier Bourguet et malgré les efforts entrepris par l'ONU, les allégations d'exploitation et d'abus sexuels dans le cadre de missions de maintien de la paix se multiplient dans le monde entier. Au Soudan du Sud, en Côte d'Ivoire, en Haïti et en République centrafricaine, notre prochaine étape. Fin 2013, un coup d'État renverse le président centrafricain François Bozizé. Des milices rivales se disputent le pouvoir. Face à une situation qualifiée de pré-génocidaire, l'ONU adopte une résolution autorisant le déploiement d'une mission avec le soutien militaire de la France, qui lance l'opération Sangaris. Un demi-million de civils sont en fuite. Beaucoup cherchent refuge dans le camp de réfugiés de l'aéroport de Bangui, sous protection de l'armée française. Nous avons rencontré Daniela, une jeune fille qui a vécu quelque temps dans ce camp. Elle souhaite témoigner à visage couvert. On n'avait rien à manger. Alors on m'a envoyé au marché pour acheter des légumes. Sur le chemin, ils m'ont abordé et m'ont donné de l'eau à boire. Puis ils m'ont attrapé et ils m'ont emmené dans une maison. Une fois à l'intérieur, ils m'ont déshabillé, jeté au sol et ils m'ont violée. Puis ils m'ont fait sortir et ils m'ont dit de m'en aller. Tu peux me décrire ces hommes? Ils ressemblaient à quoi? Ils étaient grands et ils avaient des tatouages de serpents. Daniela affirme avoir été violée par 2 soldats français aux abords du camp. Son père nous confirme qu'elle saignait abondamment. Elle a reçu des antibiotiques dans un centre médical, mais sa famille n'a pas su quoi faire de plus. Les gens commençaient à en parler. Partout où j'allais, ils disaient en me voyant, c'est la fille des Sangaris. La famille de Daniela n'ayant pas porté plainte, l'ONU n'a pas connaissance de ce viol. Nous rencontrons un jeune homme qui demande à témoigner sous le prénom d'Alexis. Il dit lui aussi avoir subi des abus sexuels de soldats français dans ce même camp. Ça a commencé quand ils se sont mis à nous envoyer faire des courses pour eux. Du sucre, des tomates, des gâteaux, des concombres, de la salade. Ils donnaient des rations alimentaires aux enfants. En échange, ils nous demandaient des fellations. Ils en réclamaient quand ils en avaient envie, du moment qu'il n'y avait pas d'adultes en vue.
Ces rations n'étaient même pas bonnes. C'était les restes périmés. Je veux savoir si les hommes étaient noirs ou blancs, ou les deux. Il y avait 6 soldats blancs et 4 noirs. Dans le camp, ces agissements ne passent pas inaperçus. Alertée, l'administration locale de l'ONU envoie un enquêteur interroger 6 enfants. 4 victimes présumées et 2 témoins. Sur la base de leurs déclarations, un rapport interne est établi qui recense des accusations détaillées à l'encontre d'une vingtaine de casques bleus. Certains sont identifiés par des caractéristiques physiques ou des tatouages. Ce rapport ne faisait pas plus de 6 pages, mais il contenait des révélations ahurissantes. Paula Donovan a longtemps occupé des postes à responsabilité au sein de l'UNICEF. Elle a fondé la campagne Code Blue, qui lutte contre la culture de l'impunité au sein de l'ONU. Les Nations Unies ont traité ce document comme un rapport de plus émanant du terrain. Pendant des mois, l'organisation a continué ses activités sans en tenir compte. Un an après ces abus présumés, le rapport est communiqué aux médias du monde entier. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, crée un groupe d'enquête indépendant pour faire la lumière sur les dysfonctionnements constatés. 10 ans après le rapport de Zeid Ra'ad al-Hussein, cette nouvelle enquête est accablante. This was a serious failure. Most importantly, the lack of coordination between policies leaves most victims unattended and vulnerable. Le rapport établit que 3 fonctionnaires haut placés de l'organisation ont abusé de leur position d'autorité. En réaction, l'ONU renvoie le chef de la MINUSCA, la mission de maintien de la paix en Centrafrique. À l'époque, Isobel Coleman est la représentante des États-Unis aux Nations Unies. J'ai vécu tout cela de mon point de vue de diplomate. Et le moins qu'on en puisse dire, c'est que ça n'a pas été un épisode très glorieux pour l'ONU. Ça me paraît incroyable que des gens aient eu ce rapport entre les mains et n'aient rien fait pour agir. Parallèlement, le parquet de Paris ouvre en mai 2015 une enquête de grande ampleur pour viol sur mineurs. La procédure vise notamment 4 soldats du 152e régiment d'infanterie qui ont été identifiés par les victimes. Le régiment, dit des Diables Rouges, est basé à Colmar et honoré sur place par une statue de 10 mètres de haut. En 2018, les juges en charge du dossier prononcent un non-lieu. Ils estiment que les enfants ont livré des témoignages contradictoires et ont pu être instrumentalisés par des adultes qui cherchaient à tirer parti de la situation financièrement. Nous n'avons pas d'éléments sur sa taille, mais nous avons... Marie Grimaud, l'une des avocates des parties civiles, travaille pour l'ONG Innocence en danger, qui œuvre pour protéger les enfants contre toutes les formes de violence, notamment sexuelles. C'est-à-dire, travail d'analyse avec un de mes confrères, nous l'avons fait. Et quand vous recoupez l'ensemble des auditions des enfants, les auditions des militaires, la photographie, les photographies du camp militaire, toutes les preuves sont là. L'une des raisons de ce non-lieu, ce sont, je cite, « les contradictions et les invraisemblances relevées au cours de l'enquête ». De quoi s'agit-il? Ces enfants ne se sont pas contredits. En revanche, certains enfants ont pu, par exemple, sur la couleur de la peau, donner des nuances. Pour certains enfants, la peau du militaire est plus claire qu'eux, donc ils vont dire qu'il est blanc. Pour d'autres enfants, la peau est plus foncée qu'eux, donc ils vont dire qu'il est noir. C'est pas une contradiction. Nous ne les avons pas. Les parties civiles ont fait appel du non-lieu. D'autres militaires que nous avons retrouvés. Nous rapportons le témoignage d'Alexis à l'avocate. Et nous lui parlons des soldats que Daniela accuse de viol.
Elle nous a décrit les soldats et l'endroit où ça s'était passé. Elle a dit que l'un d'eux était un blanc avec un tatouage de serpent. Est-ce que ça correspond à des éléments que vous avez? Oui, cette description, nous l'avons. Le tatouage de serpent, ce militaire-là qui n'a pas été auditionné, hein, il présente un tatouage de dragon. Là, il y a les tatouages, mais nous avons aussi des enfants qui ont pu nous parler de grains de beauté sur des endroits très intimes du corps, avec des bleus sur des ongles, des particularités dentaires. Donc, il y a énormément d'indices de la part des enfants. Donc, ce militaire-là, qui pourrait correspondre à ce témoignage, nous en avons demandé l'audition, et encore une fois, ça nous a été refusé. L'armée française n'a pas voulu s'exprimer devant nos caméras. Pas plus que les militaires du 152e régiment d'infanterie. Les magistrats ont également refusé nos demandes d'interview, la procédure d'appel étant toujours en cours. Qu'est-ce que tu penses des hommes qui t'ont fait ça? Il faut qu'il soit jugé. C'est tout ce que je demande. Le temps du silence est fini. À l'été 2015, l'ONU nomme un nouveau chef de la MINUSCA en Centrafrique. Nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas déraciné en notre sein. J'ai trouvé des équipes très démoralisées. Tout le monde était sous le choc. On commençait tout juste à ouvrir les yeux et à prendre la mesure de cet énorme scandale. Disons le mot. Un nouveau commandant des forces de la MINUSCA prend également ses fonctions en novembre. On a compris qu'il fallait intervenir, et vite, pour mettre fin à ces agissements. C'était une honte pour nous tous. Les cas d'exploitation et d'abus sexuels menaçaient de tuer les opérations de maintien de la paix, et en particulier notre mission. Pas de nous tuer par balle comme un groupe armé, mais de tuer la mission à cause de ce déshonneur. Tandis que l'ONU gère comme elle peut le scandale, les combats s'intensifient en République centrafricaine. La situation est particulièrement critique à Bambari, une ville située à 400 km au nord-est de la capitale. Des dizaines de milliers de civils fuient, en s'efforçant d'échapper aux exactions commises par les milices. Les Nations Unies doivent déployer des forces supplémentaires au plus vite. Dans une situation de crise, face à l'éruption possible d'un génocide en République centrafricaine, il fallait faire venir des troupes pour sauver des dizaines, des centaines de milliers de vies. Peut-être qu'on n'a pas été très regardant sur la sélection de ces hommes ou sur leur sensibilisation aux questions d'exploitation et d'abus sexuels. On les a envoyés là en catastrophe pour sauver des vies. À cette occasion, quelques 800 casques bleus de la République démocratique du Congo sont déployés en Centrafrique en raison de leur proximité géographique. Pourtant, l'ONU dénonce depuis plusieurs années les violences sexuelles commises par l'armée congolaise sur sa propre population. Que pensez-vous de cet envoi de casques bleus congolais issus d'une armée qui avait des antécédents désastreux en matière d'atteinte aux droits de l'homme? Selon moi, c'était une erreur de déployer les troupes de RDC dans le cadre de cette mission. Anthony Banbury est alors responsable de l'appui logistique aux missions de l'ONU. S'il affirme avoir exprimé ses réticences, il n'a pas eu son mot à dire dans la décision finale.
Quand une unité déployée dans le cadre d'une mission de maintien de la paix est accusée de violation des droits de l'homme dans son propre pays, il y a de quoi s'inquiéter. Ça devrait être un signal d'alarme et donner lieu à une enquête. Les troupes congolaises pacifient en effet la ville de Bambari, mais commettent aussi de nouvelles violences sexuelles. J'étais partie acheter de la farine de manioc au marché pour faire la cuisine. C'est à ce moment-là qu'il m'a attrapée. Manda, son nom a été changé, est alors âgée de 11 ans. Je portais une jolie robe. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisie. Après avoir couché avec moi, il m'a donné de l'argent et m'a dit d'en parler à personne. Le mois suivant, je suis tombée enceinte. Il s'en est pas préoccupé. 15 jours plus tard, un gros camion est arrivé pour emmener tous les hommes. J'y croyais pas, mais ils étaient partis pour de bon. Manda raconte à sa mère ce qui lui est arrivé, mais l'ONU n'est pas avertie. Fin 2015, de nouvelles accusations visent des militaires de 5 nationalités différentes, notamment des Congolais. Anthony Banbury s'adresse alors à la presse au nom de l'organisation. It's hard to imagine the outrage that people working for the United Nations and for the causes of peace and security feel when these kinds of allegations come to light. Une semaine plus tard, le 5 février 2016, il démissionne, jugeant que les Nations Unies ne remplissent pas leur mission. J'ai occupé ce poste pendant 6 ans et j'en étais plutôt fier. Mais il demeure que beaucoup d'infractions pénales restaient impunies et ça me préoccupait énormément. En réaction au scandale, l'ONU pointe du doigt publiquement les pays dont les contingents se sont rendus coupables d'abus sexuels. Elle adopte en outre une résolution qui permet à son secrétaire général de renvoyer ses troupes dans leur pays. Les casques bleus congolais sont ainsi congédiés. Deux mois plus tard, 14 soldats sont jugés pour viol par un tribunal militaire à Kinshasa. Dans les cas d'espèce, avoir dans les mêmes circonstances des Le procès se tient dans une prison militaire et est filmé par la télévision. Par violence, eu des rapports sexuels avec une fille centrafricaine. Mais très vite, la procédure s'arrête. En 2 ans, seules 2 brèves audiences ont lieu. Des responsables gouvernementaux nous apprennent que les fonds manquent pour faire venir des témoins et les entendre. Pour l'heure, les violeurs présumés attendent donc derrière les barreaux. Et les victimes ne sont pas plus avancées. Je l'ai appelé 2 fois. Il disait tout le temps qu'il allait revenir pour son enfant. Mais ça fait 2 ans. L'enfant marche et lui n'est toujours pas revenu. Le 1er janvier 2017, un nouveau secrétaire général prend ses fonctions, Antonio Guterres. Il fait officiellement de la lutte contre les abus sexuels sa priorité. We are determined to ensure that the voices of victims are heard. Victims must be at the center of our response if we want our zero-tolerance policy to be successful. Il crée un poste de défenseur des droits des victimes et se rend en République centrafricaine. We know that the good work and the tremendous sacrifice of peacekeepers around the world
has been tarnished by the appalling acts of some UN personnel who have harmed the people they were meant to serve. Au cours de notre enquête en République centrafricaine, l'ONU nous invite à constater ses efforts pour lutter contre les abus sexuels. Nous accompagnons la police des Nations Unies lors d'une de ces patrouilles nocturnes. Il s'agit de s'assurer que toutes les casernes respectent le couvre-feu et qu'il n'y a pas de femmes ou d'enfants à proximité des bâtiments. Any child in front of your camp? No, sir. What about the women? No women, sir. Your guys are over with the SC cases? Yes, sir. Are you giving them training? Yes, sir. And this is the EAS, c'est donc la formation sur l'exploitation et les abus sexuels. Vous lui avez demandé s'il y avait des femmes et des enfants aux alentours. C'était pour vérifier? Voilà, on vérifie. Et eux-mêmes, une fois formés, pourront répercuter ce qu'ils ont appris. Pour traiter le problème à la racine, le secrétaire général a interdit ici tout contact entre les employés de l'ONU et la population locale hors des heures de service. En fait, on se dit que s'il s'ennuie, il risque d'être tenté de chercher des femmes, des relations sexuelles. C'est ça? Oui, c'est l'idée. S'ils n'ont rien à faire, ça risque de leur donner de mauvaises idées. Ces hommes partent en mission pour 1 an. Certains pays estiment que c'est trop. 1 an d'abstinence, c'est trop. Oui. C'est difficile. Mais je dis aux hommes, même si c'est compliqué humainement, il n'y a pas d'autre solution. Je vais être franc. Nous avons de très bons éléments, mais aussi des moins bons, des mauvais et de très mauvaises personnes. Quand Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, vient en visite en République centrafricaine, un nouveau cas de viol est signalé à Bambari. Une jeune fille à moitié nue et quasi inconsciente a été retrouvée au pied de ses marches. Elle se souvient seulement que des membres des forces de l'ONU lui ont offert une tasse de thé au point de contrôle tout proche. J'ai reçu dans la nuit à 1h20 en train de vomir. Elle m'a dit qu'elle a bu du thé drogué. La remède est en poudre chez les Mauritaniens, basée à la source. Elle était baisée par les militaires. Je ne connais pas le nombre. Et à côté de l'escalier, là, par terre, on a vu l'emballage de préservatifs. Les violeurs présumés sont des casques bleus mauritaniens. Nous nous rendons chez la victime, Morissette, à la périphérie de la ville. J'ai raconté ce qui s'était passé en rentrant chez moi. À partir de là, les gens se sont mis à parler de moi sur mon passage. J'avais honte, je voulais plus sortir. J'ai dû changer mes habitudes. Je ne peux plus aller où je veux comme avant. Je suis condamnée à rester à la maison. Le viol ayant été notifié à l'ONU par le centre de santé, un employé de l'organisation reçoit Morissette. Sa famille veut savoir quelles mesures vont être prises à l'encontre des militaires. Parce que les Nations Unies avaient dit qu'ils utilisent un certain nombre de politiques, tolérance zéro de l'autre là vis-à-vis d'agressions sexuelles. Mais on ne sait pas, est-ce que la personne qui avait commis l'acte, ou bien les contingents, les personnes, est-ce qu'ils se sont punis ou bien ils ne sont pas punis, c'est aussi ça. La délégation mauritanienne auprès des Nations Unies n'a pas donné suite à nos nombreuses sollicitations.
Nous voulons aussi savoir si l'ONU a recontacté Morissette après ce premier échange. Je n'ai plus entendu parler d'eux. Depuis quand? 2 mois. 2 mois. À Bambari, nous avons rencontré une jeune fille de 17 ans. Elle dit qu'elle n'a plus de nouvelles de l'ONU depuis 2 mois. Elle ne sait pas où en est son dossier. C'est inacceptable. J'espère que grâce à vous, nous allons pouvoir contacter cette personne et faire en sorte qu'elle soit aidée comme il se doit. Nos services vont la contacter, mais c'est absolument inacceptable. Direction New York à présent, où nous demandons à rencontrer le secrétaire général pour l'interroger sur ce que nous avons découvert. Nouveau refus, mais on nous propose un rendez-vous avec la coordinatrice spéciale pour l'amélioration de la réponse de l'ONU à l'exploitation et aux abus sexuels. Jane Hall-Lute occupe ce poste depuis 2016. À l'époque de la publication du rapport de Zeid Ra'ad Al-Hussein, elle était sous-secrétaire générale à l'appui aux missions. Our watchword is zero tolerance. What does it mean? It means zero complacency and zero impunity. À Bambari, en République centrafricaine, une jeune femme a déclaré avoir subi un viol collectif par des casques bleus mauritaniens. Ça a été enregistré dans votre système. Ça fait 2 mois et elle est sans nouvelles de l'ONU depuis. Elle ignore où en est le dossier. Si le secrétaire général a désigné une femme pour défendre les droits des victimes à un si haut niveau, c'est justement pour corriger ces manquements. Vous trouvez ça normal que la victime d'un viol aussi récent n'ait pas été recontactée? Bien sûr que non, c'est inacceptable. Dans tous les cas, il faut évidemment lui apporter le soutien dont elle a besoin. Vous avez vous-même déclaré que l'exploitation et les abus sexuels était un problème bien réel ou potentiel dans toutes les missions de l'ONU. Qui peut croire encore que ce fléau peut être éradiqué alors qu'il subsiste depuis des dizaines d'années et que des casques bleus continuent à violer? C'est un problème partout. Mais est-ce qu'il faut pour autant se résigner? Non. Nous devons nous demander si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Il n'y aura pas de miracle. Nous ne réglerons pas la question d'un coup de baguette magique. Nous sommes de retour en RDC, où l'ONU nous montre comment elle met en œuvre sa politique de tolérance zéro. Now I will talk to you as a soldier will talk to other soldiers. The rape is a crime. It's easy to understand. You kill somebody by raping. Matan a la persona violada, la matan. Nous sommes invités à une réunion dans le quartier pauvre de Bujavu, en périphérie de Goma. Adama Ndao mène les débats. Elle encourage les victimes d'abus sexuels à se faire connaître et leur promet un soutien. J'ai reçu un appel d'une personne. La personne me dit « Eh, Maman Adama, nous avons un problème. » On fait un gros travail de sensibilisation et d'éducation pour que la population ait toutes les clés en main et nous avertisse dès que possible s'il y a un problème. Reste à savoir si ces efforts portent leurs fruits et si les victimes signalent les abus. Pour aider sa famille, Francine s'est fait embaucher comme femme de ménage par un employé civil de l'ONU à Goma. Très vite, son patron lui a fait comprendre que les relations sexuelles faisaient partie du contrat. Il m'a dit de me taire et de n'en parler à personne. Il a promis d'augmenter mon salaire. Je me suis tue et j'ai continué à travailler.
Et puis j'ai arrêté d'avoir mes règles. Au fait, ce n'est ni transaction, ni consentement, c'est juste l'abus. Alice Kazemoana travaille pour la Fondation Femmes Plus, qui apporte un accompagnement psychosocial aux victimes de violences sexuelles. La vie est tellement difficile que les filles sont prêtes à tout pour juste gagner la vie. Il y a d'autres familles, jusque maintenant, ils n'ont même pas pris du thé et se demandent quand est-ce que nous allons manger. Et tu vois que demain, après-demain, ils t'exploitent maintenant, ils abusent de toi et ils partent. Et elle est vraiment, vraiment, vraiment marginalisée. Quand Francine s'est retrouvée enceinte, son patron a disparu de la circulation. J'aimerais qu'on le retrouve et qu'il m'aide à m'occuper de cet enfant. Depuis 2010, les Nations Unies ont enregistré 194 plaintes pour reconnaissance de paternité. Et il ne s'agit là que des cas déclarés. En 2016, l'organisation a créé un fonds pour venir en aide aux jeunes mères qui élèvent des enfants de casque bleu. Mais Francine n'en bénéficie pas, puisque l'ONU n'a pas connaissance de ce qui lui est arrivé. C'est le sort de nombreuses jeunes filles qui ne se manifestent pas. Ça, c'est une boîte aux lettres dans laquelle on peut théoriquement déposer des allégations d'exploitation et d'abus sexuels. Regardez, il y a des sigles obscurs et des inscriptions en anglais et en français, mais rien dans la langue locale. Aucune des jeunes femmes que j'ai rencontrées ici n'avait connaissance de cette boîte. C'est passé que les personnes envoyaient les lettres ici? Non, jamais. Nous allons interroger le représentant spécial adjoint pour la MONUSCO. Ces femmes et ces jeunes filles voudraient dénoncer les faits, mais elles ne savent pas comment faire. Ça vous étonne ? On n'a peut-être pas identifié toutes les victimes, donc ça ne m'étonne pas. On essaie de mener des actions de communication dans les régions où on est présent, mais on a encore des progrès à faire. Il va bien falloir qu'on s'améliore. L'ONU s'est aussi engagée à retrouver les victimes passées et à les soutenir. Comme Valérie, qui n'avait que 14 ans quand Didier Bourguet l'a rémunérée contre des faveurs sexuelles. Dès 2005, le chef de la MONUC adressait une promesse aux victimes du français. We will make an effort to find them and we will make an effort to include them under our victim support program. That's what we have to do. Personne des Nations Unies n'est jamais venu vous interroger à ce sujet? On ne m'a jamais rien demandé. J'aimerais bien qu'il fasse l'effort de nous rechercher, qu'il nous aide à financer des études et à rattraper le temps perdu. Nous en parlons à Adama Ndao, chargée des relations avec les victimes. Adama, nous avons rencontré une femme qui a été violée par Didier Bourguet quand elle était enfant. Elle dit qu'aucun service de l'ONU ne l'a contactée, qu'elle ignorait même qu'il avait fait de la prison. Il n'y a eu aucun suivi des enfants qui ont été abusés par Didier Bourguet? Non, nous n'avons pas pu les retrouver. Pourtant, nous en avons localisé plusieurs en quelques jours, avec l'aide d'intermédiaires sur place. Nous avons interviewé plusieurs de ces victimes à Goma qui n'ont jamais eu de nouvelles de l'ONU. Vous trouvez ça normal? Non. Et on va y remédier, si vous les avez identifiés. Pourquoi l'ONU n'a-t-elle pas cherché à contacter les victimes? L'affaire est déjà ancienne, elle date de plus de 10 ans. Je ne peux pas tout expliquer, mais c'est très bien que vous ayez identifié ces personnes pour qu'on puisse les contacter.
Notre producteur congolais n'a mis qu'une journée à les retrouver. Où est-ce que ça coince? Je vais me renseigner. Près de 15 ans se sont écoulés depuis la publication du rapport de Zeid Ra'ad Al-Hussein sur les abus sexuels perpétrés par le personnel de l'ONU. Les secrétaires généraux successifs ont soutenu ces recommandations pour que les coupables aient à répondre de leurs actes. Mais les États membres restent réticents. Comment expliquer la résistance des États membres? Il faut leur demander. Ce n'est pas à moi. Mais à votre avis? Je ne sais pas. Vous devez bien avoir une idée. Non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Si vous ne pouvez pas me l'expliquer, vous qui avez vu la situation sur le terrain il y a plus de 10 ans, qui avez écrit un rapport crucial, qui avez réfléchi aux problèmes et à ses solutions, alors qui peut l'expliquer? Les États membres. Il faut leur poser la question. Nous avons sollicité les représentations auprès de l'ONU de nombreux pays dont les contingents ont été accusés d'abus. La France, la RDC ou encore la Mauritanie. Aucune n'a donné suite à nos demandes. Sur la question de la responsabilité pénale, qui peut agir? Le secrétaire général? Les États membres? Eh bien, un peu les deux à l'heure actuelle. Le secrétaire général a une voix qui porte et il doit s'en servir pour régler ces problèmes. Mais il faut aussi que les États membres y mettent du leur. Leurs parlementaires, leurs législateurs doivent adopter des lois. Leurs armées doivent faire en sorte que les coupables soient punis. La réalité aujourd'hui, c'est qu'un viol commis dans le cadre d'une mission de maintien de la paix de l'ONU peut rester impuni, malgré les efforts de nombreuses personnes et l'engagement réitéré des plus hauts représentants de l'organisation. Le système en place est profondément déficient. Malgré les promesses de réforme, le bilan reste donc maigre. Voilà 15 ans que l'ONU a commencé à rendre publiques les plaintes pour abus sexuels visant ses employés. Depuis, plus de 1700 accusations officielles ont été formulées. Mais seulement 53 casques bleus ont été condamnés à de la prison. Et un seul civil, Didier Bourguet. Celui-ci a purgé sa peine et est désormais en liberté. Nous l'avons rencontré en France en juin 2018. Il nous a dit être sans abri et vivre dans la forêt avec ses quelques possessions. Il n'a été condamné que pour 2 viols. Nous l'interrogeons sur le nombre réel de ses victimes. Vous avez couché avec combien d'enfants au Congo? Je dirais 20, 25. Je n'ai pas compté, mais dans ces eaux-là. C'était facile pour un employé de l'ONU de trouver des enfants et des jeunes filles pour des rapports sexuels? C'était très facile parce qu'on avait de l'argent. Il suffisait de leur en donner ou de leur acheter quelque chose. Elles mouraient de faim, alors forcément, c'était facile. Quel âge avaient ces enfants? Il y en a une de 13 ans. Les autres avaient plutôt 15, 14, 16 ans. Vous avez été condamné pour des relations avec une mineure de 12 ans? Oui, 12, pardon. Vous saviez que c'était répréhensible? Oui. Nous avons signalé à la justice que Didier Bourguet avait admis avoir abusé d'autres enfants et que nous avions découvert une nouvelle victime présumée. Une enquête a été ouverte. C'est une maigre consolation pour Valérie et les autres. Je ne suis pas satisfaite. Cet homme a détruit ma vie.
Les femmes et les enfants qui apparaissent dans ce film nous ont demandé de transmettre leur identité aux Nations Unies. Daniela bénéficie d'un suivi pris en charge par l'organisation. Manda, en Centrafrique, a également été contactée. Les équipes de l'ONU en RDC ont pris contact avec Valérie et Francine. Toutes deux attendent de voir s'il y aura une suite. Morissette, en revanche, n'avait pas eu de nouvelles de l'organisation 8 mois après notre intervention.